Madame, monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous connaissez notre habitude, nous aimons nous interroger. Une question ce matin, ONU, résolution anticolonialiste, que cache l'abstention du Sénégal et de la Côte d'Ivoire? Eh bien, mesdames, messieurs, la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation a conclu son examen des points de son ordre du jour portant sur la décolonisation en adoptant 24 projets de résolution et de décision, dont 20 figurent dans le rapport du comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ces travaux de 2024. L'adoption en fin de séance d'un texte inédit concernant l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations a divisé, il faut le préciser, les délégations. La commission a tout d'abord adopté par 157 voix en faveur, une voix contre les États-Unis et 5 abstentions. Il s'agit justement de la France, du Paraguay, de la République démocratique du Congo, du Royaume-Uni et du Sénégal. À se poser des questions de savoir pourquoi ces États se sont abstenus. Le projet de résolution concernant les renseignements relatifs au territoire non autonome, par lequel l'Assemblée générale prierait les puissances administrantes de respecter les obligations qui leur incombent s'agissant de chaque territoire figurant à l'ordre du jour du comité spécial. Elle les prierait également de communiquer régulièrement au secrétaire général des renseignements techniques relatifs à la situation socio-économique ainsi qu'à l'évolution politique des territoires dont elles sont responsables. Depuis, on va le dire comme ça, l'adoption de ces travaux, eh bien, beaucoup d'Africains, ils sont nombreux d'ailleurs, qui s'interrogent sur l'abstention de ces pays. Il faut dire que les États-Unis ont voté contre, mais il y a des pays qui se sont abstenus. Et d'ailleurs, ce n'est pas une surprise pour ces pays qui se sont abstenus. Le premier pays à s'être abstenu d'ailleurs, mesdames, messieurs, c'est la France. Oui, cette France qui aime la colonisation et qui ne veut pas décoloniser. Souvenez-vous justement des événements qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, aux Caraïbes. Oui, la France ne veut surtout pas décoloniser. Mais comment comprendre le Paraguay? Comment comprendre la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui se sont abstenus? Était-ce tout simplement pour satisfaire, on va le dire ainsi, l'ego du pays colonisateur qui est la France? Pourtant, du côté du Sénégal, on nous a dit ces derniers jours que là-bas, les autorités prônent la rupture. Qu'est-ce qui se passe donc qu'un projet comme celui-là, qui intéresse tous les Africains, qui parle d'anticolonialisme, de décolonisation, ces pays, ou alors ce pays, le Sénégal, puisse s'abstenir au lieu de voter oui? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'abstient également? Pourquoi la République démocratique du Congo s'abstient? Voilà 3 pays sur le continent noir qui n'ont pas voté pour. Allez savoir justement, mesdames, messieurs, ce qui se cache derrière. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, ONU, résolution anticolonialisme, que cache l'abstention du Sénégal, de la Côte d'Ivoire? On ne va pas également dire de la RD Congo. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Monsieur Steve Jelangos, je dis bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Panafricaniste TV. Je n'oublie pas l'automanagement de ce média, de ces web médias, qui sera bientôt, si Dieu le veut, sur satellite. Je dis bonjour à l'Afrique, je dis bonjour au monde. Je n'oublie pas nos frères afro-descendants qui luttent du côté de la Nouvelle-Calédonie, des Martiniques, de la Guadeloupe, bref, dans les Caraïbes et les Pacifiques, que dans les Antilles françaises. Je ne saurais commencer cette émission sans m'incliner devant la mémoire, n'est-ce pas, monsieur Steve Jelangos, de ces Tchadiens. Ces Tchadiens qui sont tombés sur les balles de ce qui est désormais une démocratie de ce côté le 20 octobre 2022, alors qu'ils protestaient justement contre la prorogation
du mandat d'autorité de transition. En guise de réponse, ils ont été fusillés. Pour certains, d'autres mis derrière les barreaux, d'autres ont même été enlevés. Ils n'ont pas encore fait signe de vie jusqu'à ce jour. Hier, c'était leur anniversaire, ça s'est passé le 20 octobre 2022. Et on se serait attendu à ce que cette fameuse communauté internationale véritablement puisse braquer ces satellites. Ou alors, c'était attendu que Amnesty International et consorts braquent leurs satellites de ce côté-là pour voir ce qui s'y déroule. Que non. Il paraît qu'il y a les bons militaires, les bons putschistes qui ont le droit d'assassiner les peuples et d'autres qui ne doivent pas le faire. Quoi qu'il en soit, l'OTAN est le véritable tribunal de l'histoire. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Nous nous inclinons justement devant la mémoire de toutes ces personnes, toutes ces familles endeuillées depuis 2022 et surtout ceux qui ont disparu, on va également le dire, du côté du Tchad. Albert Anatole, ici, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont opté pour la diplomatie en votant pour l'abstention. Était-ce pour ne pas frustrer ou alors froisser le partenaire français? Le 17 octobre de la semaine dernière, s'est tenu à l'ONU, au siège de l'Organisation des Nations Unies, si vous voulez, la 79e session ordinaire de cette instance internationale. Dans sa 10e plénière, il y a eu un certain nombre, il y a une vingtaine d'avant-projets ou bien de projets de résolution qui ont été adoptés au niveau de l'Assemblée générale. Parmi cette vingtaine de projets de résolution figure, n'est-ce pas, celle portant sur la décolonisation et la réparation, il faut préciser. La décolonisation et la réparation. Oui. D'après nos informations, c'est à l'initiative de la Russie que ce projet de résolution a été introduit pour justement plancher sur les questions de la colonisation et sur les réparations éventuelles. Et lors de l'Assemblée générale, il était donc question que les États puissent se prononcer sur la résolution. Et bien évidemment, vous avez tout à l'heure indiqué les résultats de ce vote au niveau de l'Assemblée générale. Vous avez eu la République démocratique du Congo qui s'est abstenue. Vous avez la Côte d'Ivoire qui s'est abstenue. Le Sénégal qui s'est abstenu. Le Libéria qui s'est abstenu. La France s'est abstenue. Moi, je voudrais beaucoup plus mettre en perspective, en vitrine, ce qui nous fanfaronnent, n'est-ce pas, l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme et consorts. Les États, bien évidemment, ont voté contre. Ce qui nous intéresse ici, c'est la posture de certains États africains sur cette question. Bien évidemment, le Cameroun a voté pour justement l'adoption de cette résolution qui vise à décoloniser et à réparer. Donc, naturellement, parmi les pays qui ont eu une posture d'ambiguïté, vous avez donc le Sénégal, la République démocratique du Congo, paradoxalement, vous avez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise, vous avez le Libéria, ce qui est également une surprise. Donc, naturellement, ça questionne. Ça questionne à plusieurs niveaux. D'abord, le continent africain, comme j'ai l'habitude de le dire, ne devrait pas être aligné derrière les oppresseurs. Le continent africain, si vous voulez, les États africains ne devraient pas choisir comme partenaire ou ami un État colonial. Les pays africains devraient choisir un pays qui offre un autre paradigme. C'est-à-dire les pays qui n'ont pas un passé colonial ni impérialiste, tel que la Russie, par exemple. Oui. Donc, paradoxalement, vous avez donc une posture ambiguë qui a été adoptée par la République démocratique du Congo, qui a connu la colonisation belge et qui est actuellement envahie par des pays étrangers avec la bénédiction des puissances étrangères. Vous avez le Sénégal qui était le point de sortie, n'est-ce pas, des esclaves. Je crois que l'île de Gorée, ça vous rappelle quelque chose. Exact. Vous avez également, n'est-ce pas, la guerre le massacre de Thiaroye, qui a été le théâtre de l'assassinat, de l'exécution sommaire de ceux Africains
qui sont engagés aux côtés de la France à pendant les deux guerres pour la libérer de l'occupation nazie, qui, on ne sait pas pourquoi est-ce que ces autorités ont préféré une posture ambiguë, c'est-à-dire s'abstenir. Tout comme on ne soit pas surpris de la posture, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, elle est coutumière du fait. Ces dirigeants, en tout cas, sont coutumiers du fait. Nous connaissons la posture de M. Houphouët-Boigny lorsqu'il s'est agi de l'autonomisation de ces États africains à l'époque, n'est-ce pas, de la colonisation. Nous connaissons la petite histoire entre la bagarre qu'il y a eu entre le fameux camp de Monrovia, le fameux camp de Casablanca, la création, n'est-ce pas, de l'UA, qui devait être cette instance panafricaine chargée justement de conduire le continent africain dans la souveraineté politique et économique, je suis envie de dire dans l'unité politique. Donc, en ce qui concerne le Libéria, c'est également une surprise qui nous surprend. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a également connu plusieurs fois l'instabilité et qui a même été le laboratoire du colonialisme et de la traite négrière. Il me semble donc que de par leur histoire, ce pays ne devrait pas s'abstenir de voter pour l'adoption d'une résolution anticolonialiste et pour la réparation, n'est-ce pas, des crimes irrélatifs. Malheureusement, comme d'habitude, nous avons été surpris. Je crois que lorsqu'il s'agit de l'histoire du continent africain, ça ne devait pas faire l'objet des clivages ou de calculs géopolitiques ou de géostratégiques. Ça devrait faire l'objet d'une sanction objective et ferme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, nous attendons donc la suite. Nous espérons que ça va, les lignes vont bouger. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ce premier geste, c'est quoi? C'est que nous sommes également surpris, nous, les panafricanistes. C'est que dans sa charte de l'ONU, bien sûr, il établit qu'un pays membre permanent au Conseil de sécurité, avec droit de veto, ne devrait pas être un colonisateur. Nous sommes donc surpris que les États-Unis soient encore un État colonisateur, mais est paradoxalement membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. La France, c'est un État colonisateur, avec un siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Oui. Je crois que les colonies françaises sont connues, tant sur le continent africain qu'ailleurs, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie. Le langage savant voudrait qu'il s'agit des peuples non autonomes. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire ces peuples qui sont encore sous la colonisation d'autres États, d'autres puissances étrangères. Ça s'appelle, ils ont trouvé un lexique approprié dans le système des Nations Unies, c'est-à-dire les peuples non autonomes, et qui sont justement colonisés par certains pays comme la France. Alors, naturellement, on comprend pourquoi est-ce que la France ne pouvait pas voter pour l'adoption d'une telle résolution, puisqu'elle est concernée au premier plan. Nous comprenons pourquoi est-ce que les États-Unis ne pouvaient que voter contre, parce qu'ils sont concernés au premier chef. La preuve, non seulement c'est un État colonisateur, c'est également un État qui soutient des projets de colonisation d'autres États. Je crois que Israël, dans Gaza, nous parle, au travers de la colonisation justement de l'État sioniste, du côté de la Palestine, de la Palestine temporaire, de la Cisjordanie. Il me semble également que du point de vue du respect, de la violation du droit international qui est également fanfaronné par Washington, nous savons ce que l'État sioniste fait du côté du Liban actuellement, en territoire libanais, c'est une agression, en territoire syrien, c'est une agression. Donc, bien évidemment, on comprend donc très facilement pourquoi ils ne pouvaient pas, ces États, voter pour l'adoption de cette résolution contre le colonialisme ainsi que les réparations y afférentes. Albert Anatola, ici, quelles sont les raisons qui peuvent pousser certains États africains à s'abstenir quand on sait pertinemment que la société civile africaine, les panafricanistes, attendaient une décision unanime des États africains à dire « oui, nous voulons des réparations, oui, nous ne voulons plus entendre parler du colonialisme ». Prendre au cas par cas, et chaque pays selon son histoire. Oui.
Nous savons que le Sénégal est coutumier. Je veux dire, ses dirigeants sont coutumiers du fait. La plupart, c'est des francophiles. Macky Sall, c'est un francophile. Abdoulaye Wade, c'est un francophile. Abdou Diouf, c'est un francophile. Le Paul Sédar Senghor, c'est un francophile. La surprise nous vient de ceux qui ont, dans le cadre de la campagne électorale, lors de l'élection présidentielle, être des porteurs de la rupture et surtout militants du panafricanisme de gauche, c'est-à-dire Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Donc c'est à ce niveau, en plus ce sont des jeunes qui devraient, plus que quiconque, ou mieux que quiconque, justement s'inspirer, après avoir lu l'histoire des relations de certaines puissances occidentales avec le continent africain ou avec le Sénégal plus spécifiquement, devrait avoir une posture non pas ambiguë mais ferme sur la problématique, n'est-ce pas, de la colonisation ainsi que des réparations. Donc, quand je prends dans le cas du Sénégal, c'est qu'ils sont, leurs dirigeants sont coutumiers du fait. C'est-à-dire, ils sont très très clivés du côté de la France. Ce n'est pas une surprise. Mais de par l'histoire de la traite négrière et de la colonisation, ça devrait parler à un nouveau dirigeant sénégalais, adopter une posture différente de leurs prédécesseurs. Oui. Du côté de la République démocratique du Congo, nous savons également qu'ils ne sont pas, j'ai envie de dire, les vrais écoliers de leurs maîtres. Ce n'est pas des nationalistes, tels que Patrice Emery Lumumba, autant pour moi. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, a été colonisée par la Belgique. Et nous connaissons les atrocités que la Belgique a commises du côté de la République démocratique du Congo pendant la période coloniale. Les crimes commis par Léopold II, il faut bien préciser qu'à un moment donné, ce pays appartenait entièrement et totalement à ce roi. Sur le papier, la République démocratique du Congo est libre, mais dans les faits, ce n'est pas là tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. La preuve, c'est que vous avez des dynamiques de déstabilisation et d'insécurité qui sont en train de partitionner le pays. Avec d'un côté le M23, l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train de l'envahir du côté de l'Est du pays. Vous avez la République, le Congo, la Belgique, le Léopold II, qui demande pardon, n'est pas prêt à réparer les crimes coloniaux ou de l'esclavage. Ça veut tout simplement dire qu'en plus, vous avez le Léopold II qui est propriétaire de plusieurs hectares de terre de ce côté-là. Ça veut tout simplement dire que nous avons donc une oligarchie congolaise qui est clivée vers la Belgique. Je voulais quand même faire comprendre que la deuxième patrie des Congolais, c'est la Belgique. C'est-à-dire qu'un Belge se retrouve comme un poisson. Parfois de ce côté-là, on se vante même d'ailleurs. Hein. Delta. Donc, la deuxième patrie d'un Congolais, c'est la Belgique. Oui. Donc, c'est donc une contradiction pas possible lorsque nous sommes engagés, lorsqu'on prétend s'engager dans les dynamiques de rupture. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, en ce qui concerne le Libéria, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Libéria a été le laboratoire de l'esclavage, de la traite négrière, mais surtout des conflits armés, animés, financés par les dynamiques étrangères, c'est-à-dire la CIA américaine, le Portugal, entre autres. On ne comprend donc pas pourquoi est-ce que aujourd'hui ça devient un peu compliqué pour le Libéria justement de sortir. Et bien, j'ai failli oublier le cas de, n'est-ce pas, le Portugal qui a été, n'est-ce pas, qui a été dépassé de ce côté-là pendant la colonisation. Donc on ne comprend donc pas pourquoi est-ce que les dirigeants actuels ne s'inspirent pas de l'histoire de leur pays. Lorsque nous parlons enfin, pour sortir, n'est-ce pas, du cas d'un pays particulier un peu paradoxal comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise. Avec ses dirigeants, notamment celui actuel, M. Alassane Ouattara, le vassal, comme j'aime à l'appeler, qui ne cache pas qu'il doit tout à la France. Et lorsque quelqu'un, un dirigeant africain, vous dit qu'il doit tout à la France, ça veut tout dire. Nous connaissons la position de la diplomatie ivoirienne sur la crise russo-ukrainienne.
Nous connaissons la position de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la crise entre la Palestine et Israël. Nous connaissons la position, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, du moins de ses dirigeants, en ce qui concerne les questions liées à l'autonomisation et à l'indépendance des pays africains. Naturellement. Donc, il ne faut pas compter sur celui-là. Il faut vous comprendre qu'en fait, nous avons affaire à une sorte de bis repetita, c'est-à-dire les dynamiques de trahison que nos ancêtres ont connues. C'est-à-dire les dynamiques de trahison que nos ancêtres ont connues. Oui. J'ai l'habitude de dire, il faut qu'on soit honnête. Monsieur Tim Longos, nous sommes des journalistes, nous sommes certes des journalistes engagés dans les dynamiques de lutte, telles que c'est le cas actuellement sur le continent africain, avec la vague panafricaniste. Nous connaîtrons des traîtres. Et ils sont nombreux. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Même au sein de notre mouvement, il y en a également. Nous allons connaître la situation, nous connaîtrons les traîtres, nous serons victimes des trahisons. Nous ferons certainement avec eux, mais c'est important d'avancer. Et la posture que la Côte d'Ivoire, le Libéria, la République démocratique du Congo et le Sénégal ont adopté par rapport à cette révolution est l'illustration parfaite même de cette dynamique de trahison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que quand vous pensez qu'on a tiré les leçons du passé, mais vous avez quand même quelqu'un qui tergiverse, qui pense que non, il faut aller doucement. Mais le temps est contre nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps joue contre nous parce qu'ils sont dans une dynamique de recolonisation du continent africain. Et lorsque vous avez des puissances étrangères qui s'inscrivent dans une dynamique de recolonisation du continent africain, vous n'avez pas à tergiverser lorsqu'une occasion se présente de donner votre voix, de porter votre voix au niveau des instances internationales par rapport à la colonisation et les réparations éventuelles. Albert Adatola, ici ma dernière question, parce que nous allons sortir rapidement de cette édition de Parole panafricaniste. Tous les Africains attendaient une condamnation unanime du colonialisme et des réparations pour les pays colonisés. Mais peut-on parler des raisons diplomatiques, économiques ou encore de politique interne qui peut pousser les États à s'abstenir? Monsieur, c'est une question vaste. Mais comme nous avons tout un peu de temps, je vais répondre en deux axes. Lorsqu'on parle de la colonisation, il s'agit des crimes humains. Oui. Il s'agit des crimes contre l'humanité. Il s'agit de la négation de l'être humain par d'autres êtres humains qui se croient supérieurs dans la dynamique suprémaciste. Ce ne sont pas des problématiques qui peuvent être prises à la légère, quelle que soit l'angle par lequel on voudrait, j'ai envie de dire, banaliser ces problématiques. J'y répète, les questions liées à la colonisation touchent l'humain, c'est l'humanité sur l'humanité. Oui. Et l'humanité, dans une société normale, est au cœur de tout, des sociétés. C'est important. Oui. Nous ne sommes pas des reptiliens. Chez les reptiliens, ce qui est important, c'est l'argent. C'est ça d'ailleurs la logique capitaliste. C'est-à-dire, chez les capitalistes, ce n'est pas l'humain qui est au cœur. L'humain peut être au cœur lorsqu'il est utilisé comme, j'ai envie de dire, force de travail. Dès lors qu'il n'est plus productif, on le tue, on l'euthananise. Je crois que vous avez des projets dans ce sens en France, entre autres, où vous avez des gens qui se donnent le droit à la liberté de tuer un humain créé à l'image de Dieu selon la Bible. Mais ils se donnent la liberté de mettre fin, de l'euthanasier comme on ne pourrait euthanasier un animal. Ça veut dire que ces gens, ils ne mettent pas l'humain au centre de leur vie, de leur considération, c'est l'argent. Je vous donnerai, c'est un secret de polichinelle, Albert Adatola, ici vous mettez de l'eau dans votre vin, parfois l'animal est parfois au-dessus de l'être humain. Les animaux sont des héritiers, en lieu et place des humains. Dans leur contexte également, l'Africain, le noir surtout, est un bien meuble. Donc c'est un forçat. C'est une force de travail qui ne sert qu'à la production. Dès lors qu'il n'est plus productif,
La colonisation du belge du côté de la République démocratique du Congo, qu'on avons convoqué, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la cueillette de l'EBA, si vous n'apportiez pas la production escomptée par le contremaître, qu'est-ce qu'on faisait? On vous coupait un bras. Si ce n'était pas les oreilles aussi, et on en faisait des bracelets. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas l'humain. Non. Il s'agit donc pas, pour revenir à votre question, des questions liées à la diplomatie, des questions qui touchent l'humanité, n'ont rien à voir avec la diplomatie, ce n'est pas des émotions. C'est une question centrale. Et l'Afrique est le continent qui a le plus souffert des atrocités du double esclavage arabo-musulman et occidental. Et de notre point de vue, c'est une curiosité. La posture des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC ou le Libéria sur cette question aux Nations Unies. Ce n'est pas une question de clivage géopolitique ou bien de clivage géostratégique, non. C'est des questions qui devraient être abordées, puisque, M. Sidilongo, lorsqu'on aborde la question, lorsque les Juifs abordent la question du génocide, ou bien de la Shoah, si vous voulez, de la Shoah, c'est sans émotion. On condamne immédiatement. Je dis bien, c'est sans émotion. Raison pour laquelle il est plus facile de génocider des Noirs, comme ça se passe du côté de Gaza, comme ça se passe sur plusieurs territoires africains, sans aucune, j'ai envie de dire, non, pas seulement le procès, vous pourrez trop vite, sans aucune indignation. Mais dès lors que vous partez, n'est-ce pas, dessiner une croix de Saint-André sur un bâtiment public, vous avez une indignation mondiale sur la question. Il y a donc cette question. Le second point qu'il faut évoquer, c'est que, selon le modèle occidental, ils ont hiérarchisé les races. Et dans la hiérarchisation des races, les locodèmes sont la race supérieure. Les Noirs, la race inférieure. Et vous savez, le problème se situe donc à ce niveau. C'est la raison pour laquelle, avec la bénédiction de certains des dirigeants africains, qui contribuent à cela, lorsque des questions d'intérêt africain, notamment la question de l'esclavage, la traite négrière, la question coloniale, néocoloniale, est posée dans les instances internationales, ils font tout pour que ça n'ait pas le retentissement escompté. Il nous appartient donc à nous, les combattants, de mettre en perspective et de tout mettre en œuvre, si possible qu'il y ait une Nuremberg sur la question coloniale, sur la question, n'est-ce pas, de la traite négrière, sur la question de la néocolonisation. C'est important parce que ce ne sont pas eux qui viendront nous rendre justice. Ce n'est pas non plus la société civile qu'ils corrompent à soi qui viendra susciter ces débats. Il nous appartient à nous qui sommes des fils, parce que moi je suis un arrière-petit-fils de combattant. Nous qui avons quand même une histoire dans ce sens, il nous appartient à nous d'honorer la mémoire de nos ancêtres qui ont, pour la plupart, donné de leur vie pour que nous ayons la parole que nous avons aujourd'hui. Albert Datola, ici, en une seconde, ces pays qui sont abstenus aujourd'hui du côté des Nations Unies, sont-ils des traîtres en quelques secondes? Ils sont considérés comme tels. Ce sont des traîtres. Parce que je crois ce sont des diplômés qui ont fait des grandes écoles, des grandes universités. Donc ils connaissent parfaitement l'histoire du continent africain. L'histoire coloniale, l'histoire de la traite négrière, l'histoire néocoloniale, l'histoire des luttes de libération d'une manière générale pour la souveraineté totale du continent africain. Si vous êtes citoyen d'un continent dont les peuples luttent pour leur libération et que vous avez les postures ambiguës lorsqu'il s'agit de trancher, de porter votre voix sur des questions aussi majeures, vous êtes considéré comme un traître. Merci à vous, Albert Datola, ici d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, cela fait des siècles et des siècles encore
que l'humanité a été niée aux Africains. Mais on a l'impression qu'au XXIe siècle, il y a des Africains qui ont nié eux-mêmes leur propre humanité. Sur ce, nous mettons la clé sur le paillasson pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.